merci beaucoup pour l'invitation à présenter et pour toutes ces présentations. Donc, moi, je suis chercheur en informatique, en modélisation, et je vais présenter le projet de recherche RadiBush, qui est un projet dans lequel on fait de la modélisation et on essaye de rejoindre un peu les modèles qui décrivent les enjeux et les marges de manœuvre des usagers. Donc ici, c'est l'usage agricole. Donc des agriculteurs, et les enjeux et les dynamiques hydrologiques à l'échelle du bassin versant. Donc, pour commencer, le projet il est encore en cours, surtout qu'il y a eu la crise du Covid, donc on n'a pas de résultats vraiment à transférer de la science vers la société. Donc, il s'agit plus de présenter le projet de recherche, comment il s'articule avec le territoire d'études, d'expliquer un peu et d'expliciter les approches qu'on a prises, et d'essayer de réfléchir ou de donner un peu ma perception, notre perception sur la mobilisation de ces méthodes et approches pour accompagner l'adaptation au changement climatique. Donc avant de présenter le projet en lui-même, je vais présenter le contexte scientifique et la modélisation et la simulation intégrée de socio-hydrosystèmes. Voilà, ensuite je présenterai le projet et je conclurai. Donc c'est une approche qui est issue des sciences de la complexité, dans le sens où on considère le bassin versant comme un système complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est que on connaît les comportements locaux, par exemple hydrologiques, mais on n'a pas, ça ne donne pas l'équation globale qui nous donnerait une connaissance parfaite du comportement du système. Donc, on est obligé de le simuler en décrivant ce qui se passe localement et en faisant des simulations sous la forme en simulant notre modèle, en le considérant comme un laboratoire virtuel. Donc, typiquement, le modèle hydrologique, c'est un modèle hydrologique dit distribué qui simule le comportement local de chaque point de l'hydrologie en chaque point du bassin. Donc, c'est le modèle qui a été développé, une adaptation du modèle qui a été développé dans le projet R2D2. Voilà. Et la deuxième raison pour laquelle on considère que c'est un système complexe, c'est qu'on n'a pas de vision unifiée ou de cadre théorique global qui décrivent le fonctionnement de ce qui se passe sur un bassin versant, puisqu'on a des experts au niveau scientifique de différents domaines, que ce soit des économistes, des sociologues, des agronomes, les hydrologues, bien sûr, qui ont chacun une vision partielle du système. Et en plus, on a les habitants, donc les parties prenantes, les usagers eux-mêmes, qui finalement, dans le devenir du système, vont aussi jouer un rôle et qui vont eux-mêmes agir sur et prendre des décisions sur le comportement du bassin versant. Et on n'a pas la possibilité de dire la meilleure solution, ça sera ça, puisque cette décision, elle doit être prise en collaboration avec les différents acteurs de cette décision, et qui sont des acteurs décentralisés. Donc ça c'est l'approche un peu qu'on a dans notre modélisation, dans notre démarche de modélisation. Et donc je voulais dire un mot sur la démarche de modélisation d'accompagnement, qui est la démarche COMMODE, qui préconise un peu dans ces cas de figure d'études de systèmes socio-environnementaux, de co-construire la représentation qu'on a du système avec les parties prenantes, pour que finalement ce qu'on étudie, c'est non pas un système qui se comporte tout seul d'une manière ou d'une autre, comme ça peut être le cas quand on étudie par exemple des scénarios d'évolution du climat à l'échelle mondiale, etc. Mais ou la fonte des glaciers suivant certains scénarios de réchauffement climatique.
Mais là, on va étudier quelque chose qui va évoluer en fonction aussi des décisions que vont prendre les uns et les autres au cours du temps. Donc ça, c'est le cadre général. Nous, dans ce projet RADIVUH, on n'a pas vraiment fait de modélisation d'accompagnement dans le sens où les parties prenantes, acteurs, ont été interrogés, enquêtés de manière extensive, mais ils n'ont pas pris part explicitement à la modélisation. Et ce travail de recherche donc qu'on a fait, il est parti du constat qu'on avait d'un côté une modélisation, une simulation hydrologique distribuée qui était déjà plus ou moins calibrée sur le bassin du Buëch par le projet R2D2, qu'on avait les moyens de représenter les enjeux et les dynamiques des usagers agricoles par des méthodes de modélisation spécifiques qu'on dit à base d'agents, et qu'on s'est dit que si on construisait un modèle qui relie les deux et le simulateur associé pour avoir notre laboratoire virtuel, eh ben, on pouvait expliciter un peu les enjeux des différents étiages pour les différents types d'acteurs qui, en fonction de leurs caractéristiques, puisqu'ils sont hétérogènes, et de leur position dans le bassin, et de voir aussi quelles étaient finalement les marges de manœuvre de ces différents usagers. Voilà, donc pour en venir au projet, donc je vais présenter déjà les acteurs. Donc, donc le titre du projet, déjà, c'est la représentation intégrée des adaptations individuelles et des dynamiques hydrologiques sur le bassin du Buëch. Et donc là, la photo que vous voyez, c'est l'aval du bassin du Buëch, et le projet réunit initialement donc l'équipe Géo, donc, qui est plus sur le comportement des usagers et des acteurs de l'eau, et l'équipe Riverly, qui est aussi une équipe INRAE à Lyon, dont fait partie Eric Soquet, qui travaille sur la modélisation hydrologique et qui a développé R2D2. Et auxquels se sont alliés l'UMR Espace, sont des géographes qui travaillent sur la formulation par les acteurs de futurs souhaitables, craints ou co-construits par une méthode qui s'appelle géoprospective, et une université suisse, HESO, qui travaille du Valais, qui travaille aussi avec l'UMR Espace sur les techniques informatiques. Et donc, c'est un projet qui est financé par l'Agence de l'eau via la zone atelier du bassin du Rhône, et à laquelle est associée une thèse de doctorat, la thèse de Bastien Richard, qui a donc réalisé le modèle complet. Et on a donc associé les parties prenantes du projet plutôt au niveau institutionnel ou usagers les plus importants, avec un comité de pilotage composé de personnes de la DDT, de la Chambre d'agriculture, de l'AFB qui est devenu l'OFB entre-temps, du SMIGIBA qui est le syndicat de bassin, et de personnes d'EDF, dont certains sont ici d'ailleurs. Et bien sûr, de nombreux agriculteurs qui ont été enquêtés. Donc tout ça pour dire que ces recherches, elles sont en fait menées quand même en partenariat et co-orientées avec les acteurs du territoire. Et l'objectif, donc, c'était d'une part d'étudier les stratégies d'adaptation locale au risque de sécheresse pour les différents usagers. Enfin, donc, c'était centré sur les usages agricoles quand même, d'étudier l'hydrologie du bassin et de relier les enjeux, les marges de manœuvre des usagers avec le système hydrologique. Et dans une troisième partie, que je présenterai brièvement parce que je n'étais pas responsable de cette partie, mais de recueillir un peu et d'analyser les perceptions des acteurs, donc là, plutôt multi-usage, par des ateliers de géoprospective pour étudier un peu la manière dont ils, justement, se projettent dans le futur et ce qu'on peut imaginer comme situation future à gérer. Donc, je passe à
les modèles qu'on a couplés. Donc, c'est le modèle hydrologique de R2D2 qui s'appelle J2000. Donc, c'est de la modélisation hydrologique. Ça représente le grand cycle de l'eau, avec l'eau qui vient de la pluie, qui s'infiltre en surface, dans le sol, etc. Et en fait, qui découpe le bassin versant en utilisant tout un tas de couches qui nous permettent de définir des unités qu'on appelle HRU, qui sont hydrologiquement considérées comme homogènes et qui vont s'écouler les unes dans les autres pour calculer finalement l'écoulement de la pluie qui tombe sur le bassin jusqu'à la rivière, et ensuite avec un petit modèle hydraulique pour représenter l'écoulement dans la rivière. Donc au niveau de chaque HRU, unité hydrologique, il y a tout un ensemble de processus hydrologiques qui sont pris en compte, allant de l'interception des plantes jusqu'à l'écoulement dans les parties souterraines du sol, du sous-sol et du sol. Voilà. Et donc le modèle à base d'agents qu'on a développé spécifiquement pour le projet, lui, il représente vraiment de façon très précise, comment dire, à une échelle très fine, les exploitations agricoles avec chaque agriculteur, les parcelles qui composent l'exploitation et le fait que les exploitations sont dans des périmètres irrigués qui sont eux-mêmes, donc ici on a commencé par un périmètre d'irrigation gravitaire, donc des périmètres irrigués qui sont composés par des canaux, des martelières avec certaines caractéristiques. Et en fait, ce qui représente ce modèle, c'est vraiment concrètement les actions chaque jour des agriculteurs, le fait d'ouvrir les martelières, de mesurer les écoulements qui s'écoulent dans les canaux, jusque dans chacune des parcelles, et l'apport en eau et les besoins des différentes parcelles en fonction de leur type de culture. Et ils représentent cette dynamique-là. Donc là, on a une visualisation qui n'est pas jolie, parce que c'est juste pour étudier le fonctionnement de notre modèle, mais on voit tous les petits points, c'est les possibilités d'action, donc d'inondation par exemple, qu'ont les différents agriculteurs sur chacune de leurs parcelles. Et les petites flèches, c'est les actions qu'ils ont prises, avec ici une parcelle qui est inondée, et avec à chaque fois les débits, les volumes qui sont calculés. Et en sortie de ce modèle, on a au cours du temps, sur cette, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais sur l'image en bas à gauche, on voit les différentes parcelles, plot 1, plot 2, plot 3, plot 4, les lignes là. Et en colonne, c'est le temps qui s'écoule. Et on voit à chaque pas de temps, donc ici, je pense que c'est des jours, les parcelles qui ont pu être irriguées en fonction de la quantité d'eau qu'il y avait dans le canal, les parcelles qui ont été irriguées, les parcelles qui ont été abandonnées par les agriculteurs, donc modélisées, puisqu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas pu les irriguer pendant trop de temps. Voilà, donc ça prend en compte, ça rentre un peu tout un tas de données de terrain et de données qui proviennent de différentes sources d'entretien avec les agriculteurs, de données de la Chambre d'agriculture, ou de données nationales sur les assolements. Voilà, et qui représentent ces règles de décision ou ces possibilités, finalement, au moins, qu'ont eu les différents agriculteurs en différentes positions. Et donc, le couplage des deux, du modèle hydrologique et du modèle agent, il a demandé beaucoup de points techniques sur la réunion des échelles spatiales et temporelles des différentes représentations, puisque les échelles au niveau du périmètre irrigué qu'on voit là, donc c'est le modèle que je présentais tout à l'heure, qui est le zoom, on voit en bleu les petites parcelles, quoi. Et on voit bien que c'est beaucoup plus fin que les grandes zones que vous voyez entourées en gris, qui correspondent au HRU, donc aux unités hydrologiques du modèle hydrologique qui lui est calculé à l'échelle du bassin, quoi. Donc ça, c'était du travail assez technique que je ne veux pas décrire là.
Ensuite, il a fallu justement caractériser ces différents types d'exploitation agricole et les différents types d'associations d'irrigants aussi. Donc, par une méthode qui s'appelle le diagnostic agraire, donc qui vient de l'agronomie et qui, sur la base d'entretien et d'analyse de la littérature grise et littérature scientifique, retrace un peu, définit des typologies, permet de définir des typologies d'exploitation basées sur des typologies de systèmes de culture qu'on a construit sur la base de toutes ces données. Et tout ça pour aller jusqu'à l'implémentation informatique qui aussi demande un travail puisque ça réunit des programmes qui sont écrits dans des langages différents, qui suivent des logiques différentes. Donc voilà, il faut faire tout ça de manière rigoureuse. Donc là, c'est un exemple où on voit un premier couplage, mais on a juste fait un des périmètres irrigués qu'on a programmé dans notre modèle multi-agent avec les canaux, les inondations, les actions de ces acteurs modélisés. Et en fait, c'est relié avec le modèle hydrologique qu'on voit juste là. On voit juste son nom, JAMS, mais en fait, ça veut dire qu'il tourne en arrière-tâche pour calculer un peu l'hydrologie, enfin, calculer les débits dans les rivières en fonction, donc dans les brins de rivière qu'on voit là en bleu, en fonction de la précipitation, de toutes les caractéristiques hydrologiques, mais aussi en fonction des prélèvements qui ont été faits dans la rivière à l'entrée des canaux et des apports d'eau qui ont été faits par les irrigations. Donc typiquement, sur ce bassin du Buech, sur lequel il y a de l'irrigation gravitaire, l'irrigation par inondation, et on retrouve ces controverses un peu de l'eau qui est apportée aux parcelles inondées, quand est-ce qu'elle retourne à la rivière, ou comment, et combien est perdu, etc. Et du coup, ce type de modèle, en intégrant les deux, peut permettre de mener vers une objectivation finalement de ces débats et voir peut-être à répondre à la question que posait le monsieur sur la manière dont les flux, les retours en nappe phréatique sont pris en compte, et même à la rivière, en fait, qui pour l'instant, c'est tout simplement, on n'a pas la réponse, parce que c'est compliqué à calculer et à mesurer. Donc ça, c'était pour la construction du modèle couplé. Je n'ai pas de résultat à montrer parce qu'elle n'est pas terminée. Mais pour poursuivre sur la démarche, du coup, une fois qu'on a ce comportement du système dans notre laboratoire virtuel, un peu, qu'est-ce qu'on peut en faire pour aider les personnes pour les accompagner, les acteurs du terrain dans leur adaptation collective au changement climatique. Et bien déjà, dans le projet, ce qu'on a prévu, ce qu'on a commencé à faire, c'est de discuter avec les gens comment ils se projettent dans le futur. Et pour ça, on utilise une démarche qui s'appelle la géoprospective, où on recueille les perceptions des différents acteurs en les localisant et pour aller jusqu'à les amener à proposer des scénarios. Et en fait, c'est ces scénarios qu'on compte confronter avec notre modèle hydrologique intégré pour dire, voilà, si jamais on a ce type d'approche, comment ça peut changer la situation des uns et des autres en fonction de leur diversité et de leurs différentes positions sur le bassin. Donc, pour dire un mot sur ces méthodes, en fait, on fait travailler les gens sur la base de cartes qui sont discrétisées et on leur dit on leur demande de s'exprimer sur les craintes qu'ils ont, les différents enjeux, en localisant ou les possibilités d'évolution, en localisant leur discours sur le bassin. Et une fois qu'on aura fini cette phase-là,
en parallèle au développement du modèle informatique, on développe une manière d'explorer les résultats obtenus, qui est une forme de mise en ligne un peu des résultats du modèle, où on peut se promener dans la simulation, aller voir d'un jour au début de l'été, au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'été, où on en est au niveau des stocks d'eau dans les différents endroits du bassin, des flux dans les débits dans les, dans les bras de rivière, et de la situation des différentes exploitations et des différents périmètres irrigués. Et pour aller un peu plus loin, parce qu'on m'a demandé aussi de faire le lien avec une méthode couplage qui s'appelle couplage, qui est une méthode intégrée de construire une gestion participative de l'eau. Donc, je vais juste dire un mot sur cette méthode parce que bon, on est en interaction. Mais en gros, l'idée, c'est si on repense à ce dont je parlais en début de présentation sur la modélisation d'accompagnement, l'idée, c'est de donner un ensemble d'outils, de fournir aux parties prenantes un ensemble d'outils pour mettre en œuvre une gestion participative et collective de l'adaptation et de la gestion de l'eau. Et donc, qui se constitue d'un ensemble d'outils, donc qui commence par préparer la participation en explicitant qui va participer à quel type d'atelier, à quelle phase, et quelles seront leurs marges leurs possibilités de décision, leurs droits de vote, etc. Donc avec une méthode qui s'appelle Prépare, faire un état des lieux du bassin versant et explorer des scénarios en faisant, donc là, c'est là qu'on fait de la modélisation participative, et dans cette méthode couplage, ils le font sous forme de jeu de rôle, donc, où le modèle, donc ce laboratoire virtuel, c'est en fait un jeu de rôle où chacun joue son rôle, et comme ça, on peut décrire la manière dont on pense que le système fonctionne et expliciter les impacts des actions des uns sur la situation des autres et tester des scénarios. Et donc, dans cette démarche-là, notre travail ici dans ce projet RadiBuech, il s'inscrit dans un peu la quantification des choses qui sont discutées dans ces modèles de type jeu de rôle, qui sont forcément beaucoup plus qualitatifs parce qu'on n'a pas les ordinateurs derrière pour faire les calculs, quoi. Et donc, et pareil, la démarche géoprospective, elle peut être utilisée pour co-construire des scénarios possibles qu'on voudrait éviter ou sur lesquels on voudrait travailler. Et cette démarche couplage, ce qui est intéressant, c'est qu'elle déroule ensuite la manière dont on va construire ensemble des objectifs et des préférences, identifier et décrire des plans d'action, organiser la prioritisation, et notamment par rapport à des critères de justice sociale, les gens ne vont pas trouver forcément juste ou logique de prendre la même décision en fonction des critères sur lesquels ils se basent. Est-ce que c'est celui qui est arrivé le plus tôt qui a le droit d'avoir qui a ses droits d'eau, donc on ne doit pas y toucher, ou est-ce que l'eau appartient à tout le monde, on doit tous la partager? Bon, ben voilà, ça, c'est des choses c'est des positions qui vont orienter les prises de décision, et que si on veut avoir des gens qui travaillent tous ensemble à l'adaptation au changement climatique, bah, il faut qu'ils se mettent d'accord et qu'ils explicitent ces positions qu'ils ont, sachant qu'on voit que c'est remis en question avec l'OGC, avec tout ça. Et voilà, donc des méthodes pour expliciter tout ça. Et ensuite, des manières pour la mettre en œuvre et pour faire le suivi évaluation de ces plans qu'on aura élaborés et choisis. Voilà, c'était juste pour recadrer ce travail dans une démarche donc d'accompagnement au changement climatique, à l'adaptation au changement climatique. Voilà, donc je conclus juste. Je n'ai pas du tout regardé le temps, j'espère que je suis à peu près dedans, mais c'est ma dernière diapo.
Donc, bon, c'est donc ma conclusion, c'est plutôt des perspectives, mais j'espère que la présentation aura donné un peu l'idée de la manière dont on pourra le faire. Mais l'idée, c'est d'avoir cette représentation intégrée qui permette de mettre en relation à la fois les contraintes des usages agricoles et les enjeux et les dynamiques climatiques et hydrologiques, et en prenant en compte à la fois le fait que les exploitations sont hétérogènes et qu'elles ont des marges, je suis passé vite sur le diagnostic agraire, mais qu'elles ont des marges de manœuvre, des compétences différences en fonction de plein de choses, de l'âge de l'exploitant, des trajectoires justement, dont on a parlé plus tôt, de chacune des exploitations et de leur localisation dans le bassin. C'est pas parce qu'il y a un arrêté sécheresse il y a qu'il manque de l'eau partout. Et, et donc, du coup, cette démarche, cette représentation intégrée, elle est associée à une démarche plus ouverte de prospective spatialisée pour réfléchir à ce à quoi elle nous sert lorsqu'on veut co-construire et mettre en débat des scénarios de gestion qui n'existent pas encore, et comment on construit ces scénarios. Et enfin, le tout, l'idéal, ça serait de l'intégrer dans une démarche de gouvernance participative de type couplage, mais dans qui est en œuvre sur un territoire. Voilà, j'ai fini. Merci Bruno.